Bonjour tout le monde, nous sommes dans la partie 2, la dynamique. On verra qu'est-ce que c'est la dynamique. Chapitre 4, la première loi donc, de Newton. Fait que la dynamique est le domaine de la physique qui s'intéresse aux causes du mouvement. Comparativement à la synertie, où est-ce que là, on étudiait le mouvement, quelle est l'accélération, quelle est la vitesse, quelle est tout. Là, on peut savoir, le pourquoi. Pourquoi, là, finalement, là, qu'un objet va rester au repos? Pourquoi que l'objet va accélérer? Pourquoi que l'objet va décélérer? Pourquoi que l'objet donc va changer de vitesse? On veut savoir donc les causes. Et pour ce faire, c'est sûr qu'on va voir donc les lois Newton, les trois lois Newton. Et dans le chapitre 4, c'est sûr que c'est la première loi Newton. Mais avant, on a besoin donc du concept de force. Une force, c'est une donnée donc vectorielle, donc c'est un vecteur, une quantité vectorielle qui a une grandeur, autrement dit une norme, une intensité et une orientation. Une orientation, c'est un sens, une direction, donc un angle. Puis, une force, c'est pour évaluer l'effort fourni. Donc, on le sait, quand on force, donc avec nos muscles, donc on le ressent. Puis, cette section va être consacrée à l'étude des forces et de leur effet, donc dont on se sert, qu'on se sert sur les objets, donc pour interagir. Mais différentes forces vont pouvoir faire changer, admettons, l'orientation d'un objet, mais vont avoir différents effets, selon l'objet sur lequel est appliqué. Donc, des fois, en donnant une poussée ou une traction, ça peut faire en sorte que l'objet avance, l'objet recule, donc même que l'objet soit déformé. Comme par exemple, ici, si j'exerce deux forces de côté opposé sur le ballon, la résultante, c'est que ça va se déformer. Ici, c'est que j'exerce une poussée sur la balle, ça va faire en sorte que la balle va avancer à une certaine vitesse. Ça va la faire passer du mouvement de repos à un mouvement, une certaine vitesse. Pour mesurer les forces, c'est sûr que les forces n'ont pas d'intensité égale. Fait qu'on va utiliser un dynamomètre. Dynamomètre, ça vient du mot grec dynamis, qui veut dire force, et du mot métron, qui veut dire mesure. Donc, on mesure finalement les forces. Puis, on va se servir du dynamomètre pour mesurer l'intensité d'une force. Il y a des dynamomètres à ressort, c'est sûr que la petite échelle va varier tout dépendant l'objet qu'on va accrocher au ressort. Et il y a des dynamomètres qui sont dits numériques. Nous autres, on n'a pas assez de sous, à Jean Talbot. Fait que c'est bien certain qu'on va travailler avec des dynamomètres conventionnels. Un dynamomètre, c'est gradué en Newton, l'unité de mesure internationale, et le Newton. Newton, c'est noté avec un gros N, et c'est à cause de notre célèbre physicien Isaac Newton, le même que lorsqu'on envoyait une lumière blanche dans un prisme, que la lumière se dispersait, c'est le même. Mais qu'est-ce que c'est un Newton? Un Newton, c'est la force nécessaire pour donner une masse de 1 kg, une petite accélération de 1 mètre par seconde au carré. Bon, en tout cas, ça paraît abstrait, mais on va voir que c'est l'unité de mesure. Il y en a plusieurs, des forces. Mais en général, on n'a pas juste une force qui va vraiment s'exercer sur un objet. Habituellement, on va en avoir plus d'une, mais quand on a plus qu'une force, c'est sûr qu'on appelle ça un système de force. On va donner des petits exemples, des forces que vous avez peut-être déjà ressenties. On joue au basket, la fille ressent la force gravitationnelle qui la garde au sol. Elle ressent la force du ballon, FB, admettons, on peut l'identifier comme on veut, qu'elle ressent. Et c'est sûr que ça va lui exercer une certaine tension, une force de tension dans le bras. Il y a deux personnes, ici, j'ai fait des petites affaires avec mes mains, je peux habituer avec mon tableau interactif. On a deux personnes qui se tiennent les bras et qui tirent. Oh, ils ressentent la force de tension dans les deux bras, on le ressent dans nos muscles. Chacun ressent la force gravitationnelle, ça c'est sûr. Et si, admettons, les jambes étirent, ils peuvent ressentir aussi la force musculaire, la force de tension
dans les jambes. Il y en a plein, plein, plein. Comme par exemple, donc le cycliste, il ressent la force gravitationnelle, il ressent donc la force donc, de frottement, autrement dit, donc la force de résistance donc, de l'air. Même chose donc avec le skieur. Il ressent donc la force gravitationnelle. Il sait donc qu'il est en frottement donc avec la neige. Donc il ressent donc une certaine résistance. Puis il y a du vent en face avec la force de frottement donc avec le vent. Il y en a même donc une autre qui est la force normale qu'on ne connaît pas encore, qui est la force finalement que le sol exerce sur lui, ce qui lui permet de ne pas entrer donc dans la neige, de ne pas s'enliser donc dans la neige. On va le voir donc un petit peu donc plus tard. Même que on va voir que les forces se décomposent. Ça peut se décomposer donc en X et se décomposer donc en Y. Fait que ça serait la force en X, la force gravitationnelle, et ici, la force en Y, la force gravitationnelle, pour former, bien, le but, un petit triangle rectangle, mais là, je vais un petit peu trop loin. De l'autre côté, on y va directement avec la loi d'inertie. La loi d'inertie, c'est la première loi de Newton, et c'est notre but dans ce chapitre-là, d'apprendre la loi de Newton. On fait un petit peu d'histoire sur la loi de Newton. Fait qu'au départ, donc à l'époque donc, des Grecs, donc Aristote, lui, il pensait, et ça c'est comme logique, qu'il est nécessaire d'exercer une poussée ou une traction continue pour conserver un objet, donc en mouvement. Si j'arrête de pousser, il arrête de bouger. Donc ça semble logique, mais on va voir que c'est faux. Il nous dit aussi, quand la poussée et la traction n'est plus appliquée, ben, c'est censé s'arrêter, comme je viens de vous dire. Fait que la toute première loi grecque, qui est en réalité donc fausse, qui va être inexacte, nous dit que une force constante est nécessaire pour produire une vitesse constante. Si on augmente la force, ben, l'objet va se déplacer plus rapidement. Si on diminue la force, ben, l'objet donc, va s'arrêter ou va aller donc, plus lentement. Ça semble logique, mais c'est inexact. Donc, c'est Galilée qui a repris donc, tout ça avec deux petites expériences simples. On va y aller avec l'expérience numéro 1. Fait que l'expérience numéro 1, donc, nous dit, regardez bien, c'est que, tout en passant, là, c'était de l'observation, c'est quasiment donc de la philo. Logiquement, si une balle descend donc une pente, ben, elle va donc augmenter donc, sa vitesse. Et lorsque la balle va remonter, ben, elle va diminuer sa vitesse. Fait que ça veut dire que si j'ai plus de pente, ben, la vitesse serait censée rester constante, 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 s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de résistance. Ça, c'était le premier donc, à amener le mot résistance donc, sur le plancher. Donc, c'était quand même donc, assez inouï donc, pour l'époque. Deuxième expérience, on va écrire numéro 2. Il a fait la même chose, sauf que là, il a joué avec l'inclinaison du plan incliné. Fait qu'ici, on a donc une angle qui est plus grande, et ici, donc un angle donc, qui est différent, donc toujours donc, avec donc, l'horizontale. Et là, il s'est dit, OK, donc la balle descend, fait que la vitesse donc, va augmenter. La vitesse va diminuer, c'est sûr, donc lorsqu'elle va donc grimper la pente. Mais si je joue avec l'inclinaison de la deuxième section, ben la balle de bord, s'il n'y a pas de résistance de l'air, elle devrait finir à la même hauteur que j'ai n'importe quelle donc, inclinaison, n'importe quel angle. Donc, il a conclu que si ma pente, mon angle de la pente est égal à 0, ben, la balle, l'objet, devrait continuer, 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 continuer à l'infini, toujours, toujours, donc à vitesse constante. Fait qu'il nous a dit, on sait bien là, qu'une surface sans frottement, là, ça n'existe pas, là. Donc ça c'est dans la théorie, mais il nous a dit qu'il a affirmé qu'il est aussi naturel pour un objet de se déplacer à vitesse constante que d'être au repos. Les objets n'aiment pas, tiens, je vais dessiner donc un petit cœur, n'aiment pas le changement. Fait qu'un objet au repos veut rester, donc ça c'est changement. Les objets au repos veulent rester donc au repos, les objets en mouvement donc veulent rester donc aussi donc en mouvement.
Yeah! Fait que ça, c'est la première loi de Newton. Fait qu'il faut savoir absolument que la première loi de Newton s'appelle donc le principe d'inertie. Mais qu'est-ce que c'est ça, donc l'inertie? On va faire une petite définition, donc ici. L'inertie d'un corps est définie comme la tendance de ce dernier à résister à une modification de son mouvement. Fait que plus la masse, il faut savoir aussi que plus la masse d'un corps donc, est importante, plus son inertie est grande. Et j'ai un gros piano donc à pousser, donc c'est lourd. Ça va être dur de changer son inertie. Son inertie, là, c'est son état d'origine. Il était au repos, fait que c'est lourd, ça va être difficile à changer. Donc, son état de repos. J'ai un gros camion qui est en mouvement, je vais me mettre en avant pour l'arrêter. On oublie ça, là, je vais être une crêpe, là, je vais me faire donc écraser. Ça, c'est sûr. Fait que c'est plus difficile de modifier un état de repos, donc son état, excusez, donc de mouvement initial, si l'objet donc il est lourd. Fait que plus la masse est grande, plus il est difficile de changer son état de repos ou de mouvement. Il n'aime pas ça. Donc, il n'aime pas ça, donc les changements, on veut rester à l'état donc d'origine. Fait que le principe d'inertie, toujours ça, c'est important, stipule qu'un corps soumis à une force résultante non nulle. Force résultante non nulle, là, ça veut dire que si la somme des forces donc, est égale donc, à 0, ben, ça veut dire que cet objet-là va conserver donc, son état d'origine. Ça, c'est sûr. Le principe, donc dans le fond, donc d'inertie, donc nous dit, oups, donc ça a tout déplacé, là, c'est pas grave. La première loi de Newton, avec son principe d'inertie, nous dit que lorsque aucune force résultante ne s'exerce sur un objet, ça c'est bien important dans l'encadré, donc ici, celui-ci demeure au repos ou en mouvement, donc rectiligne. Fait que si la somme des forces est égale à 0, l'accélération donc va être à 0, fait que ça va rester pareil. Ça c'est sûr. OK. Avec cette loi d'inertie-là, on a quelques petites, dans le fond, affirmations, donc à savoir, qui vont nous aider donc à expliquer tout ça. À savoir, ça découle de la première loi de Newton. Une force extérieure est nécessaire. Ça, il faut comprendre, comme tout ça, là, c'est de la logique. Il faut forcer notre cerveau à comprendre donc autrement. Une force extérieure est nécessaire pour modifier la vitesse d'un objet. Les forces intérieures, bien importantes, n'ont aucun effet donc, sur le mouvement de celui-ci. Je donne un exemple. Je suis en auto. Donc, si, admettons que je roule en auto, il y a un autre auto qui me fonce dedans, bien, ça va modifier donc, mon état donc, de mouvement. Mais quelque chose dans l'auto, si je me mets à jouer avec une balle dans l'auto, à danser dans l'auto, ça n'influencera pas donc, le mouvement de mon auto. Là. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, la force extérieure doit être non compensée pour modifier la vitesse d'un objet. Fait que ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui me tire sur mon bras droit d'un côté, puis il y a quelqu'un d'autre qui me tire avec la même force, mais en sens opposé, donc en me tirant donc par l'autre bras gauche. Bien là, ils me tirent, donc chacun de leur côté, fait que moi, je ne bougerai pas. L'énoncé 2 et 3, ben, c'est directement en lien avec la première loi de Newton. Les objets au repos restent au repos à moins qu'une force extérieure non compensée agisse sur eux. On n'aime pas ça le changement, on veut rester à l'état d'origine. Puis le dernier, les objets en mouvement continuent de se déplacer en ligne droite à vitesse constante à moins qu'une force extérieure non compensée donc soit imprimée, comme admettant une force de friction, une force de résistance, comme la résistance de l'air, peu importe, donc c'est la même chose. Donc, on veut conserver donc, notre état d'origine. Ici, donc, on a donc des petits exemples pour vous expliquer la première loi de Newton, puis il y aura des démonstrations aussi sur YouTube, donc en lien avec tout ça. Au jardin du chien, ça c'est le fun, je vais le faire en démo, qui met donc des objets, comme par exemple donc, des coupes, sur une nappe, des assiettes, donc des plats, donc sur une nappe, puis là, il exerce une force vraiment rapide, donc sur la nappe. Les objets, eux, ils ne subissent pas la force de la nappe. Tout ce qu'ils subissent, c'est la force gravitationnelle. Donc, ils vont rester sur la table, la nappe va partir, puis les objets vont rester là. Ensuite, cet exemple que vous allez pouvoir faire donc à la maison, on prend une carte à jouer, on met un petit sou donc sur le dessus. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on exerce donc une force sur la carte. On donne une petite pichenote là sur la carte. La carte s'en va parce qu'elle a subi la force.
Le sous, ben, il n'a pas subi donc la force, fait qu'il va tout retomber tout simplement donc, sur le doigt. Bon, il faut un petit peu de pratique, mais en général, donc ça marche quand même bien. Ici, j'empile donc des cubes. Admettons donc des cubes là, pour enfants, là, pour jouer. Puis là, qu'est-ce que je fais? C'est qu'avec un maillet, bon, un maillet, avec un marteau, là, j'exerce donc une force. Le petit bloc qui part. Les autres ne suffisent pas la force. Fait que celui-ci, ben, va tomber donc, sur le premier. J'essaie de le faire, mais je suis tellement là que ça n'a pas marché. Mais théoriquement, ça devrait marcher. Donc, il va rester donc, sur le deuxième. Il y a juste celui-là là, qui va s'en aller. Ensuite, il est plus difficile de mettre en mouvement une voiture qui est calée donc, dans le bout qu'une voiture donc, qui n'est pas calée. Ça, c'est comme logique. Lors d'une collision frontale, donc avec une auto, ben, les passagers veulent conserver leur état d'origine. Fait qu'ils vont être projetés vers l'avant. Fait que ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés, mais ils peuvent passer donc, au travers donc, du pare-brise. C'est bien important de comprendre ça. Ensuite, on peut peut-être aller écrire important, ces petits exemples-là. Ensuite, si je suis dans l'espace, bien, dans l'espace, on sait qu'il n'y a pas de frottement. Fait que ça veut dire que si je donne un mouvement donc, à un objet, bien, cet objet-là va continuer donc d'avancer donc à l'infini jusqu'à temps qu'il ne rencontre pas un autre objet ou jusqu'à temps qu'il ne rencontre pas donc une planète pour l'attirer donc avec donc, sa gravité, étant donné qu'une planète, bien, ça a une grande masse. Dernier exemple ici et dernière page. On a une rondelle de hockey. Quand que je donne un coup sur la rondelle de hockey, on sait que ma rondelle est sur la glace. Puis des fois, il y a une petite couche d'eau donc sur la glace là, due au frottement. Bien, ma rondelle, là, étant donné que le frottement est pratiquement négligeable donc sur la glace, bien, ça va aller vraiment plus loin. Je mets la même rondelle sur l'asphalte ou sur la gravelle, oubliez ça, là. Ça va aller donc vraiment loin, vraiment moins loin. Bien important de savoir donc la corrélation entre la masse et l'inertie. Tout ça est important, on le souligne. La masse d'un objet est considérée comme une mesure d'inertie. Donc, une tendance de l'objet à s'opposer au mouvement. Plus un objet est lourd, plus il possède d'inertie, plus il est difficile de le mettre donc, en mouvement. Je donne un exemple. On a deux camions. Un camion joueur, je donne un gros coup de pied. Fou, il va partir, ça c'est sûr. Il est léger, donc facile donc, à mettre en mouvement. J'ai un gros camion, je donne le même coup de pied. Oubliez ça, il va rester là, il va rester immobile, il ne bougera pas parce qu'il est lourd. Il y a beaucoup d'inertie. L'inertie, elle est grande. Ici, l'inertie, elle était petite, ce qui fait en sorte que mon gros camion ne bougera pas. Un autre exemple, on a un joueur de hockey donc, qui se fait plaquer. Oh, moi je joue au hockey, admettons, moi, mon fils, mon chum. Mon fils, ben, il est plus petit que moi. Fait que là, je le plaque, il vole, il tombe. Bon, c'est pas fin, mais en tout cas, c'est pour le besoin de la cause. Je plaque mon conjoint, il est beaucoup plus gros. Je ne sais pas dit qu'il était gros, j'ai dit qu'il était plus gros que moi. Fait que ça veut dire qu'il ne bouge pas. Donc, il va rester donc, immobile. C'est moi qui va se retrouver donc, sur les fesses. Fait qu'on voit là un peu donc, les exemples d'inertie. Puis il va y en avoir plein d'autres aussi dans mes démonstrations.